Le silence de Ouagadougou n'est pas celui de la paix, mais celui d'une veille inquiète. Les patrouilles militaires glissent dans la nuit, pendant que, loin d'ici, à Paris et à Washington, des réunions confidentielles s'enchaînent sous couvert de diplomatie. Les messages interceptés, les drones sans drapeau, tout annonce un scénario déjà vu, mais jamais admis, celui d'une main étrangère qui s'agite dans l'ombre. Jusqu'où ira cette mécanique invisible ? Et que risquent les peuples si Ibrahim Traoré choisit encore la souveraineté plutôt que la soumission ? Ce soir-là, une conviction habite chaque Burkinabé. Quelque chose se prépare. Les rumeurs d'un nouveau coup d'État, d'abord étouffées, circulent désormais dans les marchés, les casernes, les salons diplomatiques. Au cœur de cette tension, Ibrahim Traoré incarne un paradoxe brûlant. Jeune capitaine devenu symbole continental, il s'impose comme la figure d'une Afrique qui refuse d'obéir. En rompant avec les tutelles anciennes, il a réclamé pour le Burkina Faso ce que d'autres nations n'osent plus nommer, la dignité souveraine. Mais cette audace a un prix, car derrière chaque discours sur la démocratie se cache souvent le langage froid des intérêts miniers et des bases militaires. Ce combat n'est plus seulement celui d'un homme, il concerne l'équilibre entier du Sahel, la liberté de décider pour soi, la capacité d'un peuple à ne pas être écrit par d'autres. L'histoire avance sur une ligne fine, tendue entre l'émancipation et la reconquête masquée. Les premières fuites ne laissent plus de doute. Un plan se trame. Selon des sources proches du renseignement africain, des communications cryptées entre officiers burkinabés et intermédiaires étrangers auraient été détectées dès la fin du mois dernier. Ce n'est pas une rumeur, c'est une séquence. Elle commence toujours de la même manière. Suspension d'aide, récit médiatique alarmiste, puis appel à la transition démocratique. Et chaque fois, le décor s'effondre sous le même prétexte de bienveillance. Ibrahim Traoré, lui, a vu ce film. Il sait reconnaître les gestes avant les mots, les sourires diplomatiques avant les sanctions. Depuis son arrivée au pouvoir, il a bouleversé les équilibres établis. Rupture avec Paris, rapprochement avec Moscou et Pékin, alliance avec le Niger et le Mali. Ce virage géopolitique n'a pas seulement déplacé les cartes. Il a révélé les lignes de fracture d'un continent fatigué des tutelles. Les chancelleries occidentales le décrivent comme imprévisible. Ses partisans y voient la lucidité d'un soldat qui refuse la répétition de l'humiliation. Pour comprendre cette tension, il faut revenir à un schéma ancien, l'ingérence déguisée. Quand le discours sur la stabilité devient une arme, quand la démocratie sert de levier à la reconquête, chaque décision nationale devient un champ de bataille symbolique. Le Burkina Faso n'échappe pas à la règle. À Bruxelles comme à Washington, l'indépendance africaine est tolérée tant qu'elle reste rhétorique. Dès qu'elle touche au réel, aux mines d'or, aux alliances militaires, à la monnaie, elle devient subversive. C'est là que s'ouvre la ligne de fracture, entre ceux qui veulent écrire l'histoire et ceux qui la vivent. Au centre du tumulte, Ibrahim Traoré avance avec une constance déroutante. Ses apparitions publiques sont rares, mais toujours calculées. Il parle peu, mais ses mots pèsent lourd. Lorsqu'il s'adresse aux soldats, il ne promet ni miracle ni confort. Il évoque la responsabilité, la discipline et la mémoire de Sankara. Cette sobriété séduit une génération qui ne croit plus au discours importé. Pour beaucoup de jeunes, il n'est pas seulement un président. Il est le miroir de leur propre défiance, la preuve qu'un Africain peut dire non et tenir. Les premiers effets de cette posture se font sentir. Dans les rues, les drapeaux étrangers se font discrets, remplacés par des couleurs nationales. Les médias panafricains se multiplient, les débats sur la souveraineté s'ouvrent jusque dans les écoles. Même au-delà des frontières, son image circule. Au Mali, au Niger, en Guinée, des rassemblements spontanés reprennent ses slogans. Ce souffle nouveau inquiète autant qu'il inspire, car ce qu'il propose dépasse le Burkina. C'est une manière d'habiter l'histoire sans tuteur, de refuser les scripts dictés depuis l'extérieur. Une idée simple, presque naïve, mais explosive, que l'Afrique se parle à elle-même. Et cette idée, désormais, n'appartient plus à un seul homme. Tout a commencé par des gestes presque imperceptibles. Une réunion annulée à l'ambassade de France, un communiqué flou du FMI, puis un article publié à Washington évoquant la dérive autoritaire de Ouagadougou. En quelques jours, la mécanique s'est enclenchée. D'abord le verbe, ensuite les flux financiers, enfin les mouvements militaires. À Ouagadougou,
Les checkpoints se sont multipliés du jour au lendemain. Les convois blindés circulent désormais de nuit, les communications internes sont cryptées et la présidence a réduit les autorisations d'accès aux journalistes. Derrière cette apparente routine sécuritaire, les analystes voient une signature, celle d'une déstabilisation orchestrée. Les preuves s'accumulent. Des transferts bancaires suspects tracés jusqu'à des comptes à Chypre et à Genève. Des appels interceptés entre officiers et conseillers étrangers. Des drones anonymes survolant les zones restreintes. Ce schéma, les services du Sahel le connaissent bien. Il a précédé Tripoli, Bamako, Niamey. Chaque étape s'emboîte avec une précision de métronome. Le vocabulaire diplomatique précède toujours la manœuvre. On parle d'inquiétude, de stabilité, de transition démocratique, jusqu'à ce que le mot « intervention » s'impose comme fatalité. Pourtant, cette fois, le scénario rencontre une résistance inédite. Ibrahim Traoré a compris qu'un coup ne se déjoue pas seulement par les armes, mais par la narration. Son gouvernement répond par la transparence, publication d'archives, conférences de presse, appel à la vigilance populaire. Dans les quartiers, les comités civils surveillent les casernes, les réseaux sociaux démasquent les intox. L'armée, loin d'être figée, s'est resserrée autour d'un noyau fidèle, conscient que la bataille se joue autant sur la perception que sur le terrain. Au même moment, le Sahel s'organise. L'Alliance des États du Sahel promet une riposte collective à toute agression. Le Mali et le Niger placent leurs forces en alerte. Les chancelleries occidentales parlent de escalade, mais à Ouagadougou, la peur s'est transformée en lucidité. Le peuple a compris que le danger n'était pas le chaos, mais le retour à la dépendance. Et dans cette lucidité naît une conviction partagée. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une ligne de front. Les chiffres, cette fois, racontent mieux que les discours. En 6 mois, le Burkina Faso a réduit de 37% sa dépendance énergétique aux importations européennes, tout en signant un accord de fourniture pétrolière avec le Niger et la Russie. Dans le même temps, les réserves d'or exploitées par des sociétés nationales ont augmenté de 22% selon le ministère des Mines. Mais ces progrès économiques s'accompagnent d'un recul brutal de l'aide extérieure. Les financements de coopération occidentale ont chuté de près de 45% depuis l'annonce du retrait des troupes françaises. Ces 3 chiffres résument à eux seuls la bataille en cours. Souveraineté contre chantage. Ibrahim Traoré a choisi d'assumer ce coup. Pour chaque contrat rompu, il cherche un nouvel allié, souvent africain, parfois asiatique. Cette diversification rapide trouble les équilibres. Le FMI retarde ses décaissements. Les agences de notation abaissent la note du pays. Les médias internationaux évoquent une crise de confiance. Pourtant, sur le terrain, les infrastructures reprennent vie. Routes, écoles, hôpitaux. Le financement, plus modeste mais local, s'appuie sur des contributions communautaires et des échanges directs entre États voisins. Les diplomates occidentaux qualifient cette stratégie de suicidaire. Les économistes africains y voient une renaissance, la démonstration qu'un pays peut exister sans suivre les circuits imposés. La Banque centrale régionale observe une stabilité relative de la monnaie, contredisant les scénarios alarmistes. Dans la rue, la population mesure ces évolutions non pas en chiffres, mais en symboles. Les salaires militaires versés à temps, les marchés approvisionnés, les jeunes artisans employés sur des chantiers publics. Ces indicateurs sociaux, invisibles dans les bilans officiels, témoignent d'une énergie retrouvée. Ce contraste entre les données économiques et le discours international révèle une guerre d'interprétation. Les pourcentages deviennent des armes, chaque hausse ou baisse sert un récit. C'est pourquoi Traoré insiste sur la transparence, publiant désormais les statistiques clés en ligne. Dans un contexte où la vérité est monnayée, rendre les chiffres visibles devient un acte politique. Le pouvoir ici ne se mesure pas seulement en milliards, mais en confiance retrouvée. Les critiques de l'Occident avancent 3 arguments majeurs. D'abord, que Ibrahim Traoré aurait isolé son pays, rompant avec des partenaires historiques et privant le Burkina Faso de soutiens économiques vitaux. Ensuite, qu'en s'appuyant sur la Russie et la Chine, il remplacerait une dépendance par une autre. Enfin, que sa politique sécuritaire risquerait d'enfermer la nation dans un cycle militaire sans issue. Ces reproches, articulés par les chancelleries et les médias internationaux, se veulent rationnels.
Il s'appuie sur la peur du vide. Pourtant, une lecture plus rigoureuse révèle l'inverse. L'isolement diplomatique annoncé n'existe pas. Les échanges avec le Niger, le Mali et la Guinée ont augmenté de 28% depuis la formation de l'Alliance du Sahel. Quant à la dépendance orientale, elle reste limitée à des accords logistiques et technologiques sans conditions politiques explicites. Les données commerciales montrent une diversification réelle. L'Inde, le Brésil et même la Turquie se sont insérés dans ce nouvel équilibre. Reste la question militaire. Oui, l'armée occupe une place centrale, mais son rôle n'est plus celui d'une caste. Il s'agit d'un instrument de stabilisation transitoire. Les forces armées encadrent des projets civils, réhabilitent les routes et participent aux campagnes agricoles. Ce modèle hybride, souvent caricaturé, repose sur une idée simple. La souveraineté ne s'impose pas par décret, elle se construit par le travail collectif. Les partisans de Traoré admettent ses limites. Ils ne le sanctifient pas. Mais ils constatent que, pour la première fois depuis longtemps, un chef d'État africain agit en alignant ses décisions avec sa parole. L'histoire jugera son efficacité. Mais pour l'heure, le bilan contredit la narration alarmiste. Les faits, encore une fois, pèsent plus lourd que les formules. Tout bascule cette nuit-là. À 1h du matin, des unités non identifiées sont repérées autour du palais présidentiel. Les communications sont brouillées, les signaux GPS saturés, mais l'assaut n'aura pas lieu. Car avant même le déclenchement, l'information fuit. La population descend dans les rues, encerclant les axes stratégiques et forçant les mutins à reculer. Cet échec, raconté comme un incident mineur par les médias étrangers, devient au contraire le symbole d'une alerte citoyenne. Pour la première fois, le peuple burkinabé a empêché un coup d'État par sa seule vigilance. Ibrahim Traoré, resté calme, apparaît quelques heures plus tard dans une allocution télévisée d'à peine 6 minutes. Sa phrase d'ouverture résonne. « Aucun empire ne décidera de notre sommeil ». En quelques mots, il inverse la peur. Ce n'est plus le pouvoir qui protège le peuple, mais le peuple qui protège sa souveraineté. Cette nuit marque un tournant. L'ombre du renversement laisse place à la conscience collective. Et cette conscience, une fois éveillée, ne se rend plus. Passons maintenant aux répercussions de cette nuit d'alerte qui s'étendent bien au-delà du Burkina Faso. D'abord, au niveau national, l'économie, d'abord fragile, se réorganise autour des circuits internes. Les coopératives agricoles connaissent une hausse de 18% de leur production locale. Les campagnes de sensibilisation sur la consommation nationale gagnent du terrain. Dans les rues de Ouagadougou, on parle d'un patriotisme économique. Acheter local devient un acte politique. Ensuite, au niveau diplomatique, le message de Ibrahim Traoré résonne dans tout le Sahel. Le Mali, le Niger et la Guinée renforcent leurs alliances militaires et suspendent plusieurs partenariats avec des ONG occidentales jugées intrusives. Les capitales européennes dénoncent une dérive autoritaire, mais leurs appels rencontrent peu d'écho. L'Alliance des États du Sahel publie une déclaration commune affirmant qu'une attaque contre l'un d'eux sera désormais considérée comme une agression collective. Puis, au niveau des nations voisines, les effets d'entraînement se multiplient. Au Ghana et au Togo, des mouvements étudiants organisent des débats publics sur la souveraineté économique. Les réseaux sociaux panafricains diffusent des extraits du discours de Traoré comme des slogans de résistance. Les hashtags Afrique libre et souveraineté réelle atteignent des millions de vues, défiant la narration dominante des grands médias. Enfin, au niveau continental et global, à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine revoit ses protocoles de coopération militaire, intégrant pour la première fois des clauses anti-ingérence explicites. En Europe, les think tanks s'interrogent sur la perte d'influence du continent au Sahel. En Amérique latine, des voix progressistes saluent le Burkina Faso comme un exemple de courage diplomatique. Ce déplacement d'imaginaire pèse plus qu'un traité. Il annonce une fracture symbolique entre deux visions du monde, l'une fondée sur le contrôle, l'autre sur la dignité. Cette onde de choc démontre qu'un petit pays enclavé peut faire vaciller une logique impériale. Les analystes l'appellent déjà l'effet Traoré. Ce n'est pas un miracle, mais une stratégie du courage, celle d'un dirigeant qui mise sur la conscience collective comme première arme. Les prochains mois décideront si le pari de Ibrahim Traoré devient un précédent ou un avertissement. 3 trajectoires se dessinent, chacune
plausibles, chacune risquée. D'abord, le scénario de base. Le Burkina Faso maintient son cap actuel, consolidation interne, coopération sélective avec ses alliés du Sahel, renforcement progressif de l'économie nationale. Les tensions diplomatiques persistent, mais le pays résiste. Le PIB pourrait croître de 3,2% malgré la réduction des aides extérieures. Le risque, une fatigue sociale si la population ne voit pas rapidement les fruits de ses sacrifices. Ensuite, le scénario optimiste, la stabilité relative attire de nouveaux partenaires non alignés. L'Inde, le Brésil et la Turquie investissent dans les infrastructures et les télécommunications. Les exportations d'or et de coton augmentent, la monnaie régionale se stabilise. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso deviendrait le laboratoire d'une souveraineté africaine viable, un modèle qui prouve qu'indépendance et croissance peuvent coexister. Enfin, le scénario pessimiste. Une crise interne ou une infiltration militaire pourrait inverser la dynamique. Des sanctions financières ciblées ou une offensive informationnelle massive suffirait à fragiliser l'État. Si les structures locales ne tiennent pas, l'ancienne logique d'ingérence reviendrait, maquillée en restauration démocratique. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il reste le plus redouté. Face à ces possibles, Traoré adopte une ligne simple, agir sans attendre. Il mise sur la mobilisation communautaire et la transparence budgétaire, car la survie du projet burkinabé ne dépend pas d'une victoire diplomatique, mais de la constance du peuple à refuser la peur. Au-delà des chiffres et des alliances, c'est dans les émotions que se joue la bataille. Chaque discours de Ibrahim Traoré cherche à rallumer une flamme éteinte depuis Sankara, la conviction que le destin africain peut s'écrire sans traducteur. Dans les quartiers populaires, ces mots circulent en proverbes, peints sur les murs, murmurés dans les marchés. « Si tu nourris ton courage, personne ne t'affame », dit une vieille vendeuse de maïs à la radio communautaire. Ce n'est pas de la propagande, c'est de la transmission. Pour les jeunes surtout, le message agit comme une décharge d'énergie. Là où l'émigration semblait la seule issue, renaît une idée du service, du métier, de la construction collective. Des ateliers d'entrepreneuriat local s'ouvrent dans les provinces. On y apprend à produire, à réparer, à créer sans attendre le partenaire international. Cette dynamique, fragile mais réelle, redonne sens aux mots nation. À l'étranger, la diaspora s'empare aussi du récit. À Paris, Montréal, Abidjan, des associations de jeunes burkinabés organisent des collectes de fonds, des conférences, des veillées symboliques. Leur objectif n'est pas de défendre un gouvernement, mais un principe, que l'Afrique ait le droit d'essayer par elle-même. Ce lien affectif, tissé de distance et de fierté, devient le plus sûr rempart contre le découragement. La survie du projet burkinabé exige plus qu'un élan patriotique. Elle demande une méthode. Le gouvernement de Ibrahim Traoré a fixé 5 axes d'action précis mais réalistes. Premièrement, sécuriser le territoire. D'ici 6 mois, le redéploiement des unités locales doit couvrir 90% des zones rurales, avec un appui logistique mutualisé entre Mali, Niger et Burkina Faso. L'objectif, transformer les frontières en zones de coopération plutôt qu'en lignes de fracture. Deuxièmement, produire localement. Le plan Terre et Main prévoit la réhabilitation de 1000 hectares par région, associant paysans, ingénieurs et militaires pour garantir l'autosuffisance alimentaire en 2 ans. Troisièmement, financer sans dépendre. Une banque panafricaine de développement du Sahel est en cours de structuration. Capital initial, 250 millions de dollars issus de contributions nationales et de partenariats bilatéraux africains. Quatrièmement, numériser la transparence. Tous les contrats publics supérieurs à 100 000 dollars doivent être publiés en ligne avant signature. L'objectif est simple, couper court à la corruption et réduire l'espace d'ingérence. Cinquièmement, former la relève. D'ici la fin de l'année, les universités devront intégrer un module obligatoire intitulé « Souveraineté et développement », non pour endoctriner, mais pour enseigner l'esprit critique et la responsabilité civique. Ces étapes ne garantissent pas le succès, mais elles définissent une trajectoire. Car la souveraineté, dans la vision de Traoré, n'est pas un état à atteindre. C'est un travail quotidien, mesurable, collectif. La nuit s'épaissit sur Ouagadougou, mais les visages demeurent éveillés. Dans les casernes comme dans les villages, on se raconte encore cette phrase prononcée par Ibrahim Traoré.
Aucun empire ne décidera de notre sommeil. Elle est devenue un refrain, un talisman contre la peur. L'Afrique, depuis trop longtemps, s'était habituée à courber l'échine. Aujourd'hui, un jeune capitaine rappelle que l'histoire peut se redresser. Au détour d'un marché, un enfant trace sur un mur le drapeau du Burkina Faso accompagné d'un mot « résister ». Ce geste minuscule résume tout. La mémoire de Sankara, la ténacité du peuple, la promesse que la dignité ne se négocie plus. La route reste incertaine, mais le cap est clair, vivre debout. Chaque nation qui regarde Ouagadougou y lit un miroir. Ce n'est pas un mythe, mais une renaissance qui commence par un acte simple. Croire que la souveraineté n'est pas un luxe, mais un droit naturel. La route est encore longue, mais elle est tracée. À chaque étape, la nation burkinabé fait le choix de son destin. Et vous, où vous situez-vous dans ce voyage ? La souveraineté, comme toute grande cause, commence par un acte individuel, l'engagement de ceux qui refusent de rester spectateurs. À vous qui suivez l'histoire de Ibrahim Traoré, à vous qui croyez que l'avenir de l'Afrique peut se construire avec ses propres mains et son propre regard, il est temps d'agir. Cette lutte n'est pas seulement celle de Ouagadougou, elle est celle de chaque communauté, de chaque peuple, de chaque citoyen qui choisit de ne pas se soumettre aux anciens maîtres. Rejoignez la conversation, soutenez les initiatives locales, répandez les idées de souveraineté et de dignité. Partagez cette vision avec ceux qui vous entourent, parce que la liberté se défend ensemble, et ce n'est qu'ensemble que nous ferons face aux tempêtes à venir.